À 8 heures, les femmes se chargèrent de répartir les provisions. On avait décidé que l'Ariane des fermiers serait le magasin général et que la 2 chevaux des religieuses servirait de dépôt supplémentaire. Tonius était allé en personne parlementer avec les représentants des 4 ou 5 groupes voisins. Ensuite, avec l'aide du soldat et de l'homme de la 203, il alla porter de la nourriture aux autres groupes et revint avec de l'eau et un peu de vin. On décida que les jeunes gens de la Simca céderaient leur matelas pneumatique à la vieille dame de la déesse et à la dame de la Beaulieu. La jeune fille de la Dauphine leur apporta des plaids, et l'ingénieur offrit son auto qu'il appelait moqueusement le wagon-lit à qui il voudrait. À sa grande surprise, la jeune fille de la Dauphine accepta l'offre aussitôt et partagea cette nuit-là les couchettes de la 404 avec une des religieuses. L'autre alla dormir dans la 203 avec la petite fille et sa mère, tandis que le mari passait la nuit sur le macadam, enveloppé dans une couverture. L'ingénieur n'avait pas sommeil, et il joua au dé avec Tonius et son ami. Le fermier de l'Ariane vint les rejoindre au bout d'un moment, et on se mit à parler politique en buvant de l'eau de vie que le fermier avait remise à Tonius le matin même. On passa la nuit assez agréablement. Il faisait plus frais et quelques étoiles brillaient parmi les nuages. Vers le matin, le sommeil les gagna, ce besoin d'être à l'abri qui naît avec la grisaille de l'aube. Pendant que Tonius s'installait à l'arrière avec l'enfant, son ami et l'ingénieur se reposèrent un moment sur les sièges avant. Entre deux images de rêve, l'ingénieur crut entendre des cris au loin et vit comme une lueur. Le chef d'un autre groupe vint leur dire que 30 autos plus loin, il y avait eu un début d'incendie dans une estafette, quelqu'un ayant voulu faire cuire clandestinement des légumes. Tonius répéta la chose en plaisantant quand il alla d'auto en auto, voir comment chacun avait passé la nuit. Mais tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Ce matin-là, la colonne se remit en marche très tôt, et il fallut courir et s'agiter dans tous les sens pour récupérer les matelas et les couvertures. Mais comme partout il devait se passer la même chose, presque personne ne s'impatientait, et l'on n'entendait pas de klaxon. À midi, on avait bien avancé de 50 mètres, et l'on commençait à apercevoir l'ombre d'un bois à droite de la route. On enviait la chance de ceux qui pouvaient en profiter. Il y avait même peut-être un ruisseau ou un robinet d'eau potable. La jeune fille de la Dauphine ferma les yeux et pensa à une douche, à l'eau tombant sur son cou, sur ses épaules, le long de ses jambes. L'ingénieur, qui la regardait du coin de l'œil, vit 2 larmes glisser sur ses joues. Tonius, qui était allé jusqu'à la déesse, revint dire que la vieille dame ne se sentait pas bien et que 2 femmes devaient aller s'occuper d'elle. Le chef du 3e groupe à l'arrière comptait un médecin parmi ses hommes et le soldat courut le chercher. L'ingénieur, qui avait suivi avec une ironique bienveillance les efforts des 2 petits jeunes gens de la Simca pour se faire pardonner leurs mauvaises actions, comprit que le moment était venu de leur donner une chance. Avec des morceaux de tente, les garçons couvrirent les vitres de la 404 et le wagon-lit se transforma en ambulance pour que la vieille dame puisse reposer dans une obscurité relative. Son mari s'allongea à côté d'elle en lui tenant la main et on les laissa seuls avec le médecin. Par la suite, les religieuses s'occupèrent de la malade qui se sentait mieux et l'ingénieur passa l'après-midi comme il put, rendant des visites, se reposant dans la voiture de Tonius lorsque le soleil tapait trop fort. Il n'eut que 3 fois à courir jusqu'à sa voiture où les 2 vieilles personnes semblaient dormir, et chaque fois il n'avança que de quelques mètres. La nuit tomba avant qu'ils aient pu atteindre le petit bois. Vers 2 heures du matin, la température baissa brusquement, et ceux qui avaient des couvertures les apprécièrent. Comme la colonne ne bougeait plus jusqu'à l'aube, c'était quelque chose qui se sentait dans l'air, qui venait du fond de l'horizon d'auto immobile dans la nuit. L'ingénieur et Tonius s'installèrent pour fumer et bavarder avec le soldat et le fermier de l'Ariane. Les calculs qu'avait fait Tonius ne correspondaient plus à la réalité, et il leur dit franchement
Il faudrait le matin suivant faire quelque chose pour trouver d'autres nourritures et d'autres boissons. Le soldat alla chercher les responsables des autres groupes qui ne dormaient pas plus qu'eux, et l'on discuta de la chose à voix basse, pour ne pas réveiller les autres. Les responsables s'étaient entretenus avec des groupes plus éloignés, dans un rayon de 80 ou 100 voitures, et ils pouvaient affirmer que la situation était partout la même. Le paysan connaissait bien la région, et il proposa que 2 ou 3 hommes de chaque groupe partent dès le matin pour s'approvisionner aux fermes les plus proches, tandis que Tonus désignerait des pilotes de secours pour faire avancer les autos qui seraient restées sans conducteur. L'idée était bonne, et il ne fut pas difficile de réunir une certaine somme d'argent. On décida que le paysan, le soldat et l'ami de Tonus partiraient ensemble en emportant tous les sacs, filets et bidons qu'ils pourraient trouver. Au matin, on expliqua la situation aux autres et on fit le nécessaire pour que la colonne puisse continuer à avancer si besoin était. La jeune fille de la Dauphine vint dire à l'ingénieur que la vieille dame allait mieux et insistait pour revenir à sa déesse. Vers 8 heures, le médecin revint et ne vit pas d'inconvénient à ce qu'elle regagnât son domicile. De toute façon, Tonus décida que la 404 servirait d'ambulance chaque fois qu'il le faudrait. Les garçons, pour s'amuser, fabriquèrent un petit drapeau avec croix rouge et le fixèrent à l'antenne de la radio. La température continua à baisser. Les gens préféraient rester dans leur voiture, et à midi, la pluie se mit à tomber et l'on vit des éclairs au loin. La femme du fermier s'empressa de recueillir de l'eau au moyen d'un entonnoir et d'une cuvette en plastique pour le plus grand amusement des 2 garçons de la Simca. Penché sur son volant, où il y avait un livre ouvert qui ne l'intéressait pas beaucoup, l'ingénieur se demandait pourquoi les gens de l'expédition tardaient tant à revenir. Un peu plus tard, Tonus l'appela discrètement et lui dit que c'était un échec sur toute la ligne. L'ami de Tonus précisa « Ou bien les fermes étaient abandonnées, ou bien les gens refusaient de vendre quoi que ce soit, invoquant les règlements, la vente aux particuliers, et les soupçonnant d'être des inspecteurs qui essayaient de les mettre à l'épreuve. Ils avaient pu, malgré tout, rapporter une petite quantité d'eau et quelques provisions, peut-être bien volées d'ailleurs, car le soldat souriait sans rien dire. Bien sûr, l'embouteillage ne pouvait pas durer encore bien longtemps, mais la nourriture dont on disposait n'était pas des plus appropriées pour la vieille dame et les enfants. Le médecin, qui vint vers 4 heures voir la malade, eut un geste d'exaspération et de fatigue, et dit à Tonus que dans tous les groupes c'était pareil. On avait parlé à la radio d'une opération de sauvetage pour débarrasser l'autoroute, mais à part un hélicoptère qui passa vers le soir, on ne vit rien. De toute façon, il faisait de moins en moins chaud et chacun semblait attendre la nuit pour s'envelopper dans sa couverture et abolir dans le sommeil les longues heures d'attente. De son auto, l'ingénieur écoutait le bavardage de la jeune Dauphine avec le bonhomme de la DKW qui lui racontait des histoires pour la faire rire. Il fut surpris de voir arriver la dame de la Beaulieu qui ne quittait presque jamais sa voiture. Et il descendit lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Mais la dame voulait simplement avoir les dernières nouvelles, et elle se mit à bavarder avec les religieuses. Un ennui sans nom pesait sur les gens du groupe à la tombée du soir. On attendait davantage du sommeil que des nouvelles, toujours fausses et démenties. L'ami de Tonus vint chercher discrètement l'ingénieur, le soldat et l'homme de la 203. Tonus leur annonça que le type de la Floride venait de déserter. Un des garçons de la Simca avait vu la voiture vide, et au bout d'un moment, il s'était mis à la recherche du propriétaire pour tuer le temps. Personne ne connaissait beaucoup le gros type de la Floride qui avait protesté avec tant de fureur le premier jour, mais n'avait plus rien dit par la suite, comme le pilote de la caravelle. Quand à 5 heures du matin, il fut évident que Floride avait bel et bien déserté en emportant une petite valise et en laissant une autre pleine de chemises et de linge, Tonus décida qu'un des garçons de la Simca se chargerait de l'auto abandonnée pour ne pas immobiliser la colonne. Cette désertion déplaisait à tout le monde,
et l'on se demandait jusqu'où Floride avait bien pu aller à travers champs. Cette nuit, d'ailleurs, fut celle des grandes décisions. Allongé sur sa couchette, l'ingénieur crut entendre un gémissement, mais il pensa que le soldat et sa femme n'y étaient peut-être pas étrangers, ce qui était bien compréhensible à cette heure-ci, et étant donné les circonstances. Cependant, au bout d'un moment, il alla relever le pan de tente sur sa vitre arrière, et à la lueur des étoiles, il vit à 1 mètre de lui l'éternel pare-brise de la caravelle, et derrière, comme collé à la vitre, le visage convulsé de l'homme. Sans faire de bruit, il sortit par le côté gauche pour ne pas réveiller les religieuses et s'approcha de la caravelle. Puis il alla chercher Tonus, et le soldat courut prévenir le médecin. L'homme s'était suicidé en prenant un poison. Les lignes au crayon laissées sur son agenda en témoignaient, ainsi que la lettre adressée à une certaine Yvette, qui l'avait abandonnée à Vierzon. Heureusement que les gens avaient pris l'habitude de dormir dans les voitures. Les nuits étaient si froides que personne n'aurait eu l'idée de rester dehors. Et personne ne se préoccupait plus de ceux qui allaient et venaient entre les autos. Tonus tint un conseil de guerre. Laisser le cadavre au bord de l'autoroute, c'était réservé à ceux qui venaient derrière une surprise pour le moins pénible. L'emmener plus loin, en plein champ, pouvait provoquer une vive réaction de la part des indigènes, qui le soir d'avant avaient menacé et frappé un garçon d'un autre groupe qui cherchait de la nourriture. Le paysan de l'Ariane et le voyageur de la DKW avaient ce qu'il fallait pour fermer hermétiquement le coffre de la caravelle. Ils étaient en plein travail lorsque la jeune fille de la Dauphine vint voir ce qui se passait et s'accrocha au bras de l'ingénieur en tremblant. Il lui expliqua à voix basse ce qui venait de se passer et la raccompagna à son auto, un peu calmée. Tonus et ses hommes avaient mis le corps dans le coffre et DKW travaillait maintenant avec scotch, sparadrap et tube de colle liquide à la lueur de la lampe de poche du soldat. Comme la femme de la 203 savait conduire, il fut décidé que son mari se chargerait de la caravelle qui était à la droite de la 203. Et c'est ainsi qu'au matin, la petite fille de la 203 découvrit que son papa avait une autre voiture et qu'elle joua pendant des heures à passer de l'une à l'autre et à installer une partie de ses jouets dans la caravelle.